pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, je rappelle les développements de la soirée. On va les détailler maintenant, y compris en voyant les images les plus marquantes, celles qui sont produites ce soir par l'armée israélienne, qui montrent Sinwar, l'ennemi numéro 1 d'Israël, juste avant sa mort dans des circonstances extrêmement saisissantes. Au fur et à mesure que la soirée s'avançait, on prenait connaissance évidemment de ce qui est en train de se passer, le corps de Sinwar qui est amené au centre médico-légal de Tel Aviv, la reconnaissance du corps, comment on est sûr que c'est lui, mais d'abord, Émilie, rappelons ce qui s'est passé, en tout cas le moment même de l'attaque. Oui, regardez l'image du jour, c'est celle-ci, le corps de Yahya Sinwar récupéré par l'armée israélienne cet après-midi dans la bande de Gaza. Le symbole est extrêmement fort, c'est le cerveau des attaques du 7 octobre, l'ennemi numéro 1 d'Israël, le chef du Hamas, Yahya Sinwar, qui est donc éliminé par l'armée israélienne. Écoutez Benjamin Netanyahou qui a pris la parole en tout début de soirée, qui a confirmé lui-même la mort de Yahya Sinwar à la télévision israélienne. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous annoncer que Yahya Sinwar est éliminé. Celui qui a fait le pire massacre de notre peuple depuis la Shoah. Le terroriste a été éliminé par nos soldats. Et aujourd'hui, nous avons réglé nos comptes avec lui. Voilà, expliquons bien comment cette opération de rencontre, c'est le mot qu'utilisent les militaires, a été possible. Combat de rencontre. Ça veut dire quoi ? Un combat de rencontre, ça veut dire que vous montez une opération dans la zone, vous dites je vais ratisser, je vais un quartier par exemple, et donc vous avez l'infanterie qui progresse, avec le génie qui démine, avec les drones qui éclairent vers l'avant, et puis appuyé par l'artillerie et appuyé par les chars. Donc on cherche simplement l'ennemi, on cherche le contact avec l'ennemi pour détruire l'ennemi qui est devant soi. On sait pas forcément ce qu'il y a. Et à ce moment-là, il tombe effectivement sur Sinwar, mais devant alors c'est une opération visiblement très bien montée, mais qui devant la pression est obligé de sortir de son trou et sans doute pour essayer de changer de position parce que ils allaient arriver sur lui. Et donc ils l'ont débusqué comme ça. Qu'est-ce qui a pu se passer ? C'est-à-dire que pendant l'opération, ils se disent c'est Sinwar ou c'est seulement à la fin de l'opération qu'ils le constatent ? Pendant l'opération, ils ont avancé et puis à un moment donné, on lui a dit sans doute chef, faut y aller parce que sinon vous allez vous faire prendre au pet. Mais alors c'est exactement, vous parliez de la chasse. Moi, vous avez déjà assisté à une chasse aux furets ? Une chasse aux furets, moi j'ai déjà assisté à une chasse aux furets. Désolé. Je veux dire, c'est aux invalides. Aux chasses aux furets, on chasse les lapins quand il y en a trop. Ah oui, je vois très bien, là, dans le fossé des invalides. Voilà. Alors on met un filet, on les tue pas, et on lâche le filet on lâche le furet dans le tunnel. Je suis plus pacifiste que vous, mes filles adorent aller voir les lapins des invalides. Et vont se jeter dans le filet. Voilà. Alors, moi, je leur jette à manger, mais... Voilà. De temps en temps, il y en a qui mangent, mais on les tuait pas. On les amenait dans des régions où on manquait de lapins. Voilà. C'était très écologique. Sortons de la parenthèse surréaliste. C'est exactement ça. La chasse aux furets. On pénètre dans les tunnels, et puis ça sort de l'autre côté. Et là, visiblement, à un moment donné, ils arrivaient sur sa position, il a été obligé d'évacuer, et il s'est fait tuer à ce moment-là. Voilà. Ça paraît incroyable, c'est-à-dire que l'armée israélienne, qui est une des mieux renseignées du monde, c'est à la fois une réussite. Oui, mais non, mais là c'est normal. C'est une réussite énorme. De guerre. Mais ça montre quand même que le Hamas a de la réserve, puisqu'ils arrivaient à avoir leur chef suprême encore caché. Ils savaient encore caché, mais ça veut dire aussi que... Sophia Amara, on rappelle juste la localisation. Il était du côté de Rafah, donc tout au sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte. Avec l'Égypte, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'il allait fuir, mais ce qui veut dire que effectivement, c'est vraiment un coup du hasard, et ne pas avoir de chance est une faute professionnelle apparemment aussi dans votre métier, tout comme dans le nôtre journaliste. Exactement. Mais il faut bien se dire que les Israéliens ne le cherchaient pas là-bas. Ils le cherchaient au centre ou plutôt vers le nord. C'est pour ça que ça a été vraiment une surprise qui a aussi retarder les choses, c'est le fait qu'on soit encore en vacances en Israël, n'est-ce pas ? Et donc du coup, il a été tué, mais ils ont pris les photos, et c'est une fois qu'ils ont vu les photos, qu'ils les ont regardées, qu'ils ont vérifié, qu'ils se sont dit mais ils l'ont tué sans savoir que c'était lui. Ils ne savaient pas, il est mort avec Mahmoud et comment il s'appelle, Hani Zohroub. Donc on voit qu'ils c'est des combattants, c'est pas des otages, contrairement à ce qui a été dit, c'est deux hommes de combattants du Hamas. Voilà. En revanche, ça prouve une chose, quand on nous a dit le Hamas est vaincu à Gaza, ça prouve qu'il y a encore des combats et que l'affaire n'est pas réglée. Ils ont quand même engagé une armée de 300 ou 400 000 hommes avec je sais pas combien de
division depuis un an sur 340 km², et le problème n'est pas réglé. C'est pour ça que quand on m'explique qu'après ils vont se faire le Hezbollah, je dis mais il y a encore de la marge. Voilà, à Gaza, ça les gens n'ont rien d'autre à faire que de se battre contre les Israéliens. C'est le seul job in line, comme on dit là-bas. Exactement. Et l'épisode suivant, c'est l'épisode le plus spectaculaire, le plus marquant, mais aussi le plus révélateur qu'on va détailler maintenant avec vous, Émilie. Oui, c'est Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée israélienne, qui explique ensuite, donc on imagine que c'est après l'avoir tué qu'ils ont découvert qu'il s'agissait de Yahya Sinwar, mais il explique que cet homme donc entrait dans un bâtiment, il est filmé avec un minuscule drone, il avait un bâton à la main, le visage voilé et l'autre main blessée. Écoutez Daniel Hagari qui diffuse cette image, qui la commente et qui explique que ce sont les derniers instants de Yahya Sinwar quand il était encore en vie. Regardez. Yahya Sinwar s'est enfui toute seule et il est rentré dans un des bâtiments. Nos forces, avec un drone, vous pouvez voir maintenant sur la vidéo, et ils ont vu Yahya Sinwar qui était blessé à la main. On voit ici Yahya Sinwar voilé. Et dans ce dernier moment, il envoie un bâton vers le drone. Nous avons reconnu comme un terroriste dans le bâtiment. Nous l'avons plus tard retrouvé là-bas avec 40 000 shekels. Il était en train de s'enfuir, il était en train de fuir. Voilà, c'est évidemment l'image qui restera comme telle image de Saddam Hussein, comme telle autre image de ces grands chefs qui souvent ont tellement de sang sur les mains, combattants qui finissent comme cela. Comprenons bien ce qui est en train de se passer. Là, vraiment, il faut entrer dans le détail avec d'abord ce drone. Comment tout ça est filmé? C'est un drone, hein, mais c'est un petit drone miniaturisé. Voilà, c'est absolument des micro-drones. C'est la taille d'une abeille, la taille d'une mouche, éventuellement. Donc, c'est très difficile à détecter. Alors, ça doit faire un petit peu de bruit. Lui, il l'entend. Il le repère. Mais visiblement, ouais, il le repère peut-être. Mais bon, il est absolument incapable de tirer ce drone. Et s'il avait été en bonne santé, il aurait dégagé dans la pièce à côté. Et surtout, il aurait évacué le bâtiment immédiatement, sachant qu'on allait tirer dessus dans la foulée. Donc là, il est vraiment déjà très 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 atteint, mais on voit un petit peu les micro-technologies qui arrivent sur le champ de bataille. Là, on est vraiment dans être capable d'aller voir à l'intérieur d'un bâtiment où se situe l'ennemi, c'est quand même assez... de mon temps, ça n'existait pas, ça. Il fallait monter à l'assaut. Qu'est-ce qu'on peut déduire de l'image? C'est-à-dire, comment a-t-il été tué en réalité? Qu'est-ce qu'il a tué? Après, c'est un tir de Merkava, d'après ce que j'ai entendu. C'est-à-dire qu'à partir du moment-là, il devait y avoir une résistance là-dedans, ou alors on a dit, il y a un ennemi, le drone a dit il y a un ennemi, et puis le Merkava, il a tiré un obus explosif, et puis là, l'obus explosif, ça a fait sauter la baraque. C'est ce qui est confirmé par les sources israéliennes, oui. Par les sources palestiniennes vers 13-14 heures, c'est ça, il y a le drone, ils ont identifié qu'il y avait un ennemi, ils ont tiré, ils ont tué 3 hommes. Voilà. Et là, petit à petit, ils sont rentrés, une fois après avoir sécurisé leur accès aux cadavres. Et surtout, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'ils ont vérifié qu'il y avait 3 hommes, que c'était des combattants du Hamas, qu'il y avait leur terroriste en chef avec eux, ils sont allés aussi, ils ont pris beaucoup de temps pour aller fouiller sous terre, de crainte qu'il y ait des otages assassinés, liquidés et enfouis là-bas, parce que comme il n'y a plus de direction du Hamas, si un jour, pour un échange de prisonniers palestiniens vivants, eh bien, que ceux qui sont à l'extérieur sachent où sont les corps. Et ils n'ont rien trouvé. Qui sur ce plateau s'est rendu à Gaza? Vous, évidemment. Oui, bien sûr. Vous aussi, Quentin Müller, non. Expliquez-nous un peu la géographie des lieux supposés. On est là à Rafah. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Stéphane Marchand, mais il y a très longtemps, visiblement. Et moi aussi, il y a très longtemps. Mais enfin, là, quoi qu'il en soit, la géographie des lieux, on est à Rafah, qui est une ville considérable. C'est combien d'habitants, Rafah? C'est énorme, c'est 400-500 000. Ouais. Mais ce qui se trouve, c'est qu'ils ne sont pas exactement à Rafah. Ils sont à Tel Sultan. Tel Sultan, c'est la dernière localité avant l'Égypte. Bon. Et donc avant le désert, avant Al-Arish, etc. Et c'est pour ça que les Israéliens ont tenu à garder ce corridor. Cette découverte leur donne d'une certaine manière raison. C'était la raison pour laquelle il n'y a pas eu de cessez-le-feu, puisque les Israéliens voulaient garder une présence dans le corridor de Philadelphie, tandis que les Palestiniens n'en voulaient pas. Et qu'est-ce qu'on peut déduire là? C'est un appartement conspiratif, il y a des maisons, enfin il y a un quartier du Hamas, pardon? Non, n'importe où. Là, il est vraiment de circonstances dans une maison ruinée pour se protéger. Là, je pense que
que c'était pas du tout un blocos, etc. Après, quand ils restent longtemps sur une place, comme en Syrie où je les ai beaucoup vu faire moi pendant la guerre, et même en Irak, ce qu'ils font, c'est qu'ils cassent les murs entre les maisons pour pouvoir circuler d'une maison à l'autre. Ça s'est toujours fait depuis l'Antiquité. Voilà, il faut le savoir. Les Romains faisaient déjà ça. C'est-à-dire que pendant la campagne de Judée, entre 67 et 70, ils progressaient dans les maisons en cassant les murs pour pas passer dans les rues et se faire caillasser et tirer du haut des remparts. Et au siège de Saragosse en 1809, les Français ont fait pareil. Regardez, là on voit le quartier très exactement au Nantes, vraiment comme vous le disiez, ce quartier Tel Sultan, qui est vraiment légèrement à l'extérieur, donc de Rafah, comme vous le disiez. Oui, on voit la densité urbaine en plus. Là, il y a quand même de la densité urbaine. Grande densité. Oui, une grosse densité urbaine. On comprend là le côté aiguille dans une botte de foin, c'est-à-dire que cet homme qui était le plus recherché par Israël, j'imagine, n'avait rien. Là, on le voit dans cette pièce-là, dans les derniers instants. Il n'y a pas de téléphone portable, j'imagine. Jamais. Non, mais là, il n'en portait pas. Il refusait d'emporter avant même la guerre de 2023. Oui, il n'y a plus là. S'il n'arrivait plus à le cibler, c'est qu'il avait renoncé absolument. Il venait des nuits souterraines, il avait renoncé à tout contact avec l'extérieur, sauf avec son environnement proche, et qu'ils étaient revenus à l'ancienne. Hein, quand on donne des ordres, c'est avec le billet, etc., etc. Donc il était très très difficile de le cibler vraisemblablement, mais ça prouve qu'il n'avait pas à sa disposition de tunnel à ce moment-là. Et donc il a été débusqué, il a été obligé, devant l'approche des combats, il a été obligé d'évacuer les lieux. Et il s'est fait prendre à ce moment-là. Sarah Daniel, quel est le message envoyé par l'armée israélienne en diffusant cette vidéo? On le sait, c'est Tsahal qui a voulu la diffuser, qui l'a commentée. Est-ce que le message, c'est on vous trouvera, on vous tuera les uns après les autres? Ils l'ont dit, je ne sais plus si c'est monsieur Jérusalemi ou quelqu'un d'autre qui l'a dit, donc très, très clairement, c'est de montrer qu'on débusquera tout le monde, où qu'il soit, que cet homme est au bout du rouleau et qu'il est tout seul et que voilà. Bon, moi je persiste à dire que je pense que pour ses partisans, il restera un homme qui s'est battu jusqu'au bout et qu'on pourra tout à fait en continuant à en faire un héros. Regardez cette autre image, encore plus complète, très impressionnante. On est toujours dans la même scène, c'est la même séquence, ce sont toujours les images fournies par l'armée israélienne. On comprend maintenant comment le drone, on vient de recevoir ces images à la seconde, comment le drone pénètre dans la pièce, c'est-à-dire on a toujours, selon l'armée israélienne, Yahya Sinwar qui est assis dans ce canapé, visiblement déjà blessé, qui va repérer le drone qui est en train de s'approcher, qui va jeter un bâton en sa direction, mais c'est le moment où le drone miniaturisé pénètre par une fenêtre, je crois. Il n'y a plus de fenêtre, tout a explosé. Mais souvent, vous savez, c'est des drones avec des petites ailes genre mouche. Hein. C'est juste ça. C'est gros comme ça. Non, mais c'est ça. C'est pas un truc, un mini avion. Ils ont repris exactement le battement des ailes de mouches ou des abeilles, et puis ça vole comme ça. Et qui pilote le drone? Il le pilote de l'extérieur. Ils ont un moniteur, comme en Ukraine. Hein. Et puis ils voient sur un écran. Il y a des spécialistes de drones, ou sur leur montre, ou sur un petit écran comme ça, et puis ils voient exactement à haute résolution même. Hein, cette scène est regardez la qualité de l'image. Oui, ce que je ne comprends pas, c'est que les derniers drones, parce que nous mais pour d'autres raisons, nous ne sommes que des journalistes, on utilise beaucoup de drones, et les drones que nous utilisons sont si petits qu'ils ne soulèvent pas. Regardez, général, il y a beaucoup de poussière. Oui. Comment se fait-il que ce drone-là soulève autant de poussière? Parce que si c'est les tout petits drones dont on a l'habitude et dont il soulève de la poussière là? Oui. Alors il est peut-être plus gros que ce qu'on pense. Alors ça doit être un gros drone. C'est pas impossible. Parce que les tout petits drones, ils ne soulèvent rien du tout. Ils sont quasiment invisibles. Ouais. Exactement. Ce qui nous donne une info importante. Ça veut dire qu'il est dans un tel état qu'il a vu le gros drone et qu'il n'a pas pu bouger. Ça veut dire qu'il est grièvement blessé. Ah oui, on voit ici la poussière. Voilà. Oui, donc ça, c'est un drone plus gros que ce qu'on peut penser. Et qu'il n'a pas fait bouger Sinwar, ça veut dire qu'il est grièvement blessé. Parce qu'une petite mouche, il aurait pu penser que c'était même pas un drone. Là, je pense qu'il y avait aucun. Cette scène est fascinante. On peut comparer avec la scène qu'on n'a pas vue en réalité quand les Américains tuent Ben Laden et qu'on voit seulement le contre-champ. C'est dans la Situation Room, Obama, le chef d'état-major et Blinken aussi qui est un peu derrière, et tous regardent l'écran que personne n'a jamais vu. Blinken a décrit un peu ce qu'il voyait, mais c'est un des rares à en avoir parlé. En réalité, là, on a le contre-champ dans ce cas-là. On voit vraiment ce qui se passe. Oui, on voit le dernier geste de
d'Anwar. C'est ça qui est quand même assez impressionnant. Et ce dernier geste, c'est de jeter un projectile sur l'armée israélienne. Et comme disait tout à l'heure Sarah, ça restera comme ça, je crois. C'est ça l'idée qui restera. Et il y a l'idée aussi de la bête débusquée de sa tanière, quand même, moi je trouve, qui est quand même assez intéressante. Vous voyez, l'animal a été débusqué, et là, on est à l'Alali. Donc je pense qu'effectivement, pour le peuple israélien, c'est important, mais je suis assez d'accord que pour le peuple palestinien, ça reste l'image de quelqu'un qui a combattu jusqu'au bout. Et que, voilà, donc il va y avoir deux lectures très très différentes de ces dernières images. Les Israéliens donnent des précisions sur ce qui a été trouvé. Dans la pièce que nous voyons là, de l'argent, des passeports, c'est ça aussi. Des faux passeports. 40 000 shekels, je ne vois pas ce que ça représente. C'est un tiers de 40 000 shekels, ça va de 10 000 euros, 12 000 euros. Ça va, une belle somme quand même. Voilà, ça veut dire, évidemment, maintenant, on va voir tout le récit israélien de cette traque et de ces dernières heures. Oui, c'est le récit. Bien sûr. Oui, je voulais juste rajouter, c'est le récit parce que on le dit proche de l'Égypte à ce moment-là, il a cet argent, donc il laisse penser qu'il était prêt à payer un passeur pour prendre un tunnel et arriver de l'autre côté en Égypte. Donc c'est ce qui est dit. Voilà, moi je fais attention à ce genre de récit. On le rappelle, Yahya Sinwar était traqué, recherché depuis plus d'un an par Israël. On vous fait écouter le porte-parole de Tzahal, Olivier Rafovitz, qui s'en félicite. Israël, dit-il, est enfin arrivé à ses fins. La fin d'un homme qui a du sang sur les mains, du sang israélien, mais aussi palestinien en très grand nombre. Il faut rappeler, les gens ne le savent pas, mais Sinwar a mis en place dans la bande de Gaza un appareil d'information et de police secrète politique, l'équivalent de la Stasi ou d'autres organisations politiques de police, qui a tué des centaines de Palestiniens et qui avait des dossiers sur chacun d'entre eux. Voilà, cette image d'ampleur historique, cette parole du porte-parole de l'armée israélienne, c'est l'aboutissement pour l'armée israélienne d'une traque de très nombreuses années, depuis la libération de Sinwar en 2011, c'est vraiment l'affaire quasi d'une génération pour Israël, l'aboutissement qu'ils sont en train ici de réaliser. Oui, et puis une vengeance, parce que c'est eux-mêmes qui l'ont sorti finalement. Et donc c'était une double peine pour les Israéliens. C'était vraiment une insulte, parce qu'ils avaient pris le risque de lâcher 1027 prisonniers palestiniens, parmi lesquels Yahya Sinwar, qui lui-même a négocié cette libération contre Gilad Shalit en 2011, donc prisonnier israélien, et de savoir que quelques années plus tard, il mettait en péril la sécurité de l'État d'Israël sur son propre territoire. C'est ça qui a été le plus dur pour eux. Non seulement les morts civiles, mais pour eux, depuis toujours, les Israéliens ne voulaient pas avoir de combat sur leur territoire. Ça a été un tremblement de terre. Quoi qu'il arrive, les prochaines heures, les prochains jours, on entend les prophéties plutôt optimistes ou pessimistes. En tout cas, il y a un cycle qui a pris fin depuis le 7 octobre. C'est-à-dire, il était quand même présenté, à tort ou à raison peut-être, mais en tout cas comme un des principaux, sinon le principal auteur du 7 octobre. Oui, absolument. Et là, on voit que c'est la fin aussi du fait que les Israéliens aient cru à tout ce dispositif qui les a endormis, où on disait le Hamas est trop occupé à gérer Gaza, ils ne sont pas du tout en train de fomenter quelque chose, mais tout va se passer en Cisjordanie. Donc il y a eu tout d'un coup une perte de réalité en fait des Israéliens qui n'ont plus été à l'écoute, je pense, de leurs services secrets, qui ont c'est l'hubris peut-être de Netanyahou et de sa coalition un peu millénariste et d'extrême droite religieuse, qui n'a pas écouté les signes, et donc là en effet c'est fini. Bon, alors c'est fini, mais on est parti maintenant dans un cycle en effet de guerre et de poursuite en avant. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, ce soir, à cette heure-ci, je ne vois pas comment on ne pourrait pas ne pas ressentir une certaine forme de contentement de la mort de ce qui est un terroriste qui a assassiné non seulement des Israéliens, mais surtout et plus
des Palestiniens. Et donc je pense que pour tout le monde, il y a quand même un moment où on peut reconnaître que ça n'est pas un mauvais jour. La dimension personnelle, la dimension libanaise et palestinienne, je le rappelle. Oui, vous le rappelez, libanaise, oui, Israël tue beaucoup de Libanais. Oui, mais quel rapport avec la mort de Sinwar? Parce que ce sont des opérations extérieures militaires israéliennes. Non, ce n'est pas un vaste. Je confonds pas. Vous appeliez avec raison au caractère de discernement universitaire qui fait qu'on ne peut pas comparer. Non, je ne confonds pas, excusez-moi. Moi, je ne suis pas aussi poli que Sophia, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire des discernements. Et on ne peut pas comparer en effet Daesh et le Hamas, mais on ne peut pas dire que l'assassinat ou l'élimination de Sinwar. La méthode est la même. La méthode est la même. Je peux aussi parler du coup. Les bombardements ciblés de Tsahal ciblés entre guillemets, entre gros guillemets, sur le Hamas et le Hezbollah sont les mêmes conséquences. Moi je parlais de ça. Sont les mêmes conséquences. C'est-à-dire qu'on veut tuer une tête. On tue énormément derrière de civils. Donc c'est ça que moi je disais. Quentin Muller, on comprend votre position de point de vue. Le fait est que pour les Israéliens, on voit à quel point là Benjamin Netanyahou réussit un coup, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Pour les Israéliens, c'est un trophée. Il a réussi effectivement au prix de très nombreuses morts civiles innocentes palestiniennes, mais 45 000, vous le disiez. La stratégie, c'est difficile d'avoir des chiffres exacts puisque ce sont des chiffres du Hamas. Donc même la Maison Blanche affirme qu'il y a des dizaines de milliers de morts. Absolument, mais quoi qu'il en soit, l'armée israélienne et ici Benjamin Netanyahou a réussi à prouver que de fait, même s'il causait beaucoup de morts civiles innocentes, ce que beaucoup de pays occidentaux condamnent notamment, évidemment une grande partie des pays du Sud, il a réussi à décapiter la tête du Hamas. Évidemment, pour lui, en politique intérieure, ce sera un atout considérable. Parce que là, j'ai l'impression qu'on me fait cautionner. Non, parce qu'il faut quand même... je sais pas, on peut apporter un peu de complexité et discerner les choses. Je veux dire, évidemment, je déplore tous les jours les morts de Gaza et la situation épouvantable qui est là-bas. Mais encore une fois, on ne parlait pas de ça. Il y a la mort de Sinwar, quelqu'un qui a été le cerveau des attentats du 7 octobre, des moments épouvantables où des gens ont été éviscérés, violés, on le rappelle. Oui. Et donc ça, c'est une chose. Et après, il y a tout le contexte de cette guerre séculaire, épouvantable qu'on connaît. Et on espère qu'il va y avoir deux États. Sarah Daniel, Quentin Muller revenait aussi sur la réponse qui semble, pour certains occidentaux notamment, et d'autres d'ailleurs, la réponse qui semble disproportionnée de Benyamin Netanyahou et surtout la façon dont a agi Israël pour se venger des attaques sanglantes. Oui, mais moi je ne parlais pas de ça, je ne disais pas le contraire. Bien sûr, mais il ajoute juste juste que le Hezbollah, rappelons-le aussi, à partir du 8 octobre, a engagé une série de bombardements sur Israël, et que ça c'est plutôt la réponse d'Israël à cette partie-là. Et maintenant, ce soir, ce qui est intéressant, c'est quand même que c'est une guerre à la loyale. Il n'a pas été tué dans un bombardement où on a tué 25 personnes. Là, c'est une guerre à la loyale. Il y avait des terroristes. Ils ont tiré dans le bâtiment. Ils sont morts. Donc, effectivement, on faut pas relancer le débat, etc. ce soir sur les dizaines de milliers de morts. On est assez d'accord avec ça. C'est important. Voilà. Oui. Bien sûr. C'est important. Prenons rendez-vous demain pour la matinale de LCI dès 6h du matin. Frédéric Poquelin, spécialiste du grand banditisme, sera l'invité du 6-9. Il répondra aux questions de Karim Benani. Quelle sera la prochaine cible d'Israël? Écoutez le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafovitz, qui répondait tout à l'heure sur LCI. Il dit, Benjamin Netanyahou dit, la guerre n'est pas finie. Lui est assez évasif sur la cible suivante. Après Sinwar, qui? Écoutez-le. Colin Rafovitz, est-ce que là, si j'ose dire, il était au bout de la liste, en tout cas de vos principales cibles? On l'a rappelé plusieurs fois précédemment, Choker, Haniyeh, Nasrallah, les officiers du Hezbollah, le gendre de Nasrallah, Ibrahim Akil, Hezbollah. Est-ce qu'il y en a d'autres au fond? Ou est-ce que d'une certaine manière, Sinwar était le dernier? Je parle vraiment des principaux, de ceux que vous vouliez, que vous voulez tuer. D'abord, Haniyeh, on n'a jamais revendiqué. Pour les autres, oui, tout à fait. Qui serait sinon vous? Je vous pose la question à vous. On n'a jamais revendiqué qu'Haniyeh, c'était Israël qui avait éliminé Haniyeh. Jamais. Vous pouvez vérifier dans vos sources, monsieur Rochba. Vous ne l'auriez pas fait si vous l'aviez eu au bout d'un fusil? C'est une autre question. Mais la mort d'Haniyeh n'est pas revendiquée par Israël. Pour revenir aux autres, les autres,
Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que pour vous, on est dans une opération qui continue? Tous les hommes qui sont impliqués dans les massacres du 7 octobre, tous seront éliminés.